entouré par la mer, des grands bâtiments. Et Louis XIV, Louis XV, Louis XVI vont l'utiliser. On va même surnommer l'abbaye la Bastille des mers. C'est au moment de la Grande Révolution que le destin du Mont change radicalement. En août 1792, les révolutionnaires déclarent que tous les prêtres refusant de prêter serment à la nouvelle constitution sont passibles d'une peine d'emprisonnement. On les appellera les prêtres réfractaires. Ils seront les premiers à être envoyés au Mont Libre, comme on surnomme désormais le rocher. Les prêtres réfractaires sont menacés et parfois enjôlés, emprisonnés au Mont. Donc c'est un renversement de situation tout à fait intéressant. Pendant des siècles et des siècles, les moines régnaient en quelque sorte sur le lieu. Cette fois-ci, certains vont se retrouver évidemment emprisonnés et je dois dire emprisonnés assez rapidement. Hein. La révolution ne traîne pas de ce côté-là. D'abord les membres du clergé, puis les prisonniers du droit commun, rejoints rapidement par les quelques prisonniers politiques. Pendant les 70 ans à venir, ils seront 14 000 à s'entasser sur le rocher. Et là, on change d'échelle. C'est-à-dire que c'est pas 2-3 prisonniers, là, c'est des centaines. Et il y avait aussi les enfants. Car on a peine à l'imaginer, mais en 1830, il y a presque 1 millier de prisonniers. Il y a des femmes, il y a des enfants qui sont enfermés dans des conditions qu'on a peine à imaginer. Une des plus grandes prisons du royaume, le Mont Libre, devient également une des plus importantes usines carcérales. Napoléon, lorsqu'il organise des maisons centrales, au début du 19e siècle, veut que ces prisons ne coûtent rien à l'État. Et donc on va faire des prisons semi-privées. C'est-à-dire qu'il y a un directeur, un personnel administratif de l'administration, et il y a un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un personnage qui prend à ferme la prison, c'est-à-dire qu'il paye la nourriture, les vêtements, il fournit tout ce qui est nécessaire à la vie, mais il se paye sur la bête. Savoir que lui va récupérer l'argent du travail des prisonniers. Un tourisme lugubre se met progressivement en place. Des centaines de visiteurs viennent au Mont Libre pour voir leurs proches emprisonnés. On a des voyageurs qui viennent parfois d'assez loin pour visiter le monastère. Et il faut imaginer que les gardiens de la prison sont à la fois, certes, les geôliers des détenus, mais aussi les premiers guides, les premiers conférenciers. Et on sait même que certains détenus commencent à fabriquer les premiers souvenirs. L'économie montoise continue à prospérer sous tous les régimes. Mais la structure subit des modifications qui font froid dans le dos. L'objectif des autorités pénitentiaires, faire entrer dans une structure prévue pour 60 moines, des centaines de détenus en plus des ateliers. Normalement, dans l'idéal, il y a un prisonnier par cellule. Le prisonnier doit être isolé. Mais en fait, à l'époque, ils sont en dortoir commun, avec 300 lits. Et ils sont ensemble dans les ateliers, à travailler du soir au matin. L'ingéniosité des geôliers n'a pas de limite. On cloisonne tout, on casse les volumes. On commence par couper la nef de l'église abbatiale en 3 niveaux, avec en bas un réfectoire pour les prisonniers, un dortoir au niveau intermédiaire et un atelier de tissage sous les toits. Il en sera de même pour les salles de la merveille. La salle des hôtes, où les moines accueillaient autrefois des rois de France, devient un dortoir pour les 50 soldats de garnison. Nourrir tout ce monde au quotidien n'est pas une chose facile. Une rampe est construite pour monter les provisions qui arrivent du continent. Sur ce viaduc, un chariot est tiré par une grande roue actionnée à la force des pas des prisonniers. Dans cet univers cauchemardesque, la situation sanitaire se dégrade rapidement. Donc on le voit, il y a une mortalité importante, parce que la promiscuité, parce que les bâtiments, il n'y a plus de carreaux, on le voit sur les gravures de l'époque, c'est à la fois humide et délabré, les conditions de vie sont épouvantables. Très tôt, les intellectuels indignés réclament la suppression de la prison montoise. Un crapaud dans un reliquaire, écrit Victor Hugo après sa visite sur l'île. Mais si en 1863, Napoléon III décide de fermer la Bastille des mers, c'est avant tout pour une raison pratique. Au milieu du 19e siècle, l'un des 3 fleuves côtiers de la baie, la Sélune, se rapproche du mont en coupant l'accès depuis la ville la plus proche. Le ravitaillement de la prison devient très problématique. Une fois de plus, la nature change le destin de son rocher. Alors, tous les guides de l'abbaye expliquent que cette prison, elle a eu un mérite. Elle a sauvé l'abbaye de la destruction. Parce qu'elle servait de prison, l'abbaye n'a pas servi de carrière de pierre et a été un minimum entretenue. À la fin de cette période sombre, la situation est désolante.
Vidé de ses détenus et geôliers, le mont n'est plus qu'un fantôme. Personne ne peut alors prévoir que quelques années plus tard, le rocher va accueillir 25 000 visiteurs venus admirer la célèbre statue dorée de Saint-Michel. Que s'est-il donc passé ? Un facteur contribue largement au sauvetage du caillou. La restauration historique de l'abbaye, un concept tout nouveau. Le rocher est véritablement sauvé en 1874, lorsqu'il est mis sous la protection du service des monuments historiques. La Troisième République décide de mener une grande campagne de restauration du patrimoine national. La silhouette de l'abbaye qu'on connaît aujourd'hui est le fruit des efforts d'une dynastie d'architectes du XIXe siècle. L'architecte Victor Petitgrand va donner au Mont-Saint-Michel sa silhouette élancée. L'auteur de la célèbre flèche néogothique, c'est lui. Pour parvenir à percher la flèche au sommet de l'abbaye, Petitgrand a été obligé de démonter entièrement la tour romane de la croisée du transept pour la renforcer. Le 6 août 1897, on y rajoute la statue de l'archange Saint-Michel, terrassant le dragon de l'Apocalypse. Réalisée en plaques de cuivre soudées, elle mesure 3,5 mètres et a coûté 6 000 francs, l'équivalent de 15 000 €. L'installation de la statue a permis d'écarter l'un des plus terribles dangers montois, la foudre qui avait gravement incendié l'abbaye à 12 reprises. Des paratonnerres ont été fixés aux extrémités des ailes et de l'épée de Saint-Michel. Depuis, l'archange protège son abbaye dans le vrai sens du terme. Mais dans son combat contre la foudre, il perd des plumes. C'est une œuvre qui est sur une structure de fer, constituée de plaques de cuivre repoussées. Donc on sait très bien que la coexistence de différents types de matériaux peut, dans le cadre d'un choc électrique tel que la foudre, nous entraîner vers des percements, des dislocations, des fusions. Lorsque la restauration de 87 a été engagée, la main de l'archange qui tient le glaive dressé au-dessus de sa tête, eh bien cette main était brisée à hauteur du poignet et le glaive complètement couché. L'homme doit désormais prendre soin de son protecteur. À plusieurs reprises, on doit enlever la statue de son socle pour procéder à sa restauration. C'est aujourd'hui l'unique occasion pour l'archange de déployer ses ailes. La dernière opération de ce type s'est déroulée en mars 2016. La dépose de l'archange, plusieurs fois reportée à cause des vents violents, a fini par aboutir. Au cours des 2 mois qui allaient suivre, la statue allait être nettoyée, ressoudée et redorée dans des ateliers du sud de la France. Les efforts et l'argent investi portent leurs fruits. Le nombre de visiteurs fait un bond. De 10 000 en 1860, il passe à 25 000 17 ans plus tard. En 1908, le Mont célèbre son nouveau record, 100 000 visiteurs par an. Le voyage montois est désormais très en vogue. Le siècle à venir va voir le Mont-Saint-Michel devenir une destination culte. Le reflet de cette fulgurante ascension du rocher est l'histoire d'Annette Poulard. Arrivée sur le caillou comme femme de chambre d'un des architectes en charge des travaux, cette femme originaire de Nevers ouvre une auberge où restent les rares visiteurs. Madame Poulard a le sens de l'accueil, a un faible pour les artistes qu'elle laisse parfois filer sans payer et prépare une omelette qui va devenir mythique. Un phénomène nouveau va transformer une modeste aubergiste en une femme fortunée, le tourisme. Grâce aux nouvelles technologies, l'homme du 19e siècle creuse, édifie, bâtit pour réaménager et transformer son environnement. Cette vague de créativité se ferait un chemin jusqu'au mont. En 1878, le gouvernement républicain décide de construire une digue qui reliera le Mont-Saint-Michel au continent. Pour la première fois de son histoire millénaire, le rocher est rattaché à la Grande Terre. Dans la foulée, on lance la construction d'une ligne de tramway à vapeur
entre Pontorson et Le Mont. Une astuce technique permet de finir les travaux dans un délai très court. Une plateforme tournante est installée pour permettre au train de repartir dans le sens inverse une fois arrivé à son terminus à quelques mètres des remparts. Pour la première fois, une machine fabriquée par l'homme débarque au pied des murs centenaires. Une campagne de publicité de grande envergure est lancée pour populariser cette nouvelle destination. Le succès dépasse toutes les attentes et les chiffres le prouvent. De 100 000 en 1908, les visiteurs sont plus de 150 000 dans les années 30. Les monarques, les présidents, les stars de cinéma se pressent au Mont. Le passage obligé est l'auberge de la mère Poulard. L'authenticité de son accueil va de pair avec l'austérité du monastère. On raconte qu'un jour, Léopold II, roi des Belges, a demandé de prendre son déjeuner dans la rue. Refusé. Comme tout le monde, le monarque doit prendre son repas dans la salle à manger. La mère Poulard a du caractère. La véritable explosion touristique se produit à partir des années 60. Les congés payés, les véhicules particuliers et le boom économique créent des tsunamis de touristes qui s'emparent du Mont-Saint-Michel jour et nuit. Ils sont aujourd'hui 2,5 millions, ce qui fait du Mont-Saint-Michel le 3e monument culturel français le plus visité. Un énorme parking est créé au pied du rocher. Tout semble aller pour le mieux. Les touristes du monde entier sont comblés, les commerçants sont prospères, l'État est fier de sa merveille. La Maison Poulard est désormais un groupe qui possède la moitié des hôtels et restaurants du Mont. La mythique omelette attire toujours les foules. C'est alors que les voix discordantes se font entendre. D'après elle, le Mont court à sa perte. On s'est aperçu qu'on avait 2 soucis. Le premier, c'est que le Mont-Saint-Michel n'était plus une île. La digue de 1879 bloquait la circulation des flots et donc le caractère particulier du mont était en train de disparaître. Et en plus, l'ensablement commençait à gagner la baie et c'était un vrai souci par rapport à la qualité et à l'image du site. Deuxième élément, c'est effectivement ce parking au pied du Mont-Saint-Michel qui défigurait le monument. L'alerte est lancée dès les années 1970. Le mont est en train de perdre son caractère maritime unique. Le rocher s'enlise dans le sable à une vitesse vertigineuse. Le niveau de la grève augmente de 3 cm chaque année. À ce rythme, le mont risque d'appartenir définitivement à la Terre d'ici 2040. Pour le rocher, c'est une vraie catastrophe. Si on veut garder ce caractère particulier, il fallait réagir parce que vous mettez le mont 10 km à l'intérieur des terres, vous changez tout. L'appel est lancé, il faut sauver le mont. Les études et les travaux dits de rétablissement du caractère maritime, RCM, vont s'étaler sur 20 ans et donneront lieu à un projet de type tout nouveau. Pour comprendre le fonctionnement de la baie et les causes de l'ensablement, on décide de reproduire le mont et son environnement sur une maquette gigantesque installée dans un laboratoire à Grenoble. Pour avoir une idée tout de même de la dimension de la maquette, sachez qu'elle occupait un hangar de 1000 mètres carrés. On a reconstitué toute la géographie, les fonds, avec des matériaux qui étaient supposés représenter la Tangue, et puis une reconstitution des mouvements de l'eau par un système de bassins et des cycles de marée, de manière à rendre visibles et perceptibles des phénomènes